n'importe quelle politique publique, en démocratie, il faut bien évidemment prendre en compte le fond du sujet, comment faire pour, selon certains critères objectifs, faire en sorte que le sujet avance, que ça progresse. Mais surtout sur les retraites, on ne peut pas du tout faire l'impasse sur le sujet d'acceptabilité sociale. Bonjour à tous, vous êtes sur le média à bout de taf avec le cycle décideur et aujourd'hui je vais vous inviter à rentrer dans les arcanes et les dorures de la République au cœur d'une crise qui est en train de secouer le budget mais aussi l'Assemblée nationale, tout comme secouer les discussions entre citoyens et travailleurs. On va parler retraite, mais on va parler aussi de changement de parcours, de carrière avec Éric Veil, auteur des Retraites, un blocage français chez Plomb, cuisinier amateur. On va te souhaiter la bienvenue. Merci, merci de me recevoir. Et aussi le fait de pouvoir nous présenter tes 13 mois au sein de cette équipe, au sein de ce secrétariat d'État. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Et après, on va parler du livre. Mais ça s'est très bien passé. À l'époque, c'était en 2021 que j'ai été recruté, donc j'avais 25 ans. Donc pour moi, c'était déjà assez exceptionnel d'entrer dans un cabinet ministériel et de travailler, qui plus est, sur un sujet qui déjà m'intéressait beaucoup. Et ce qui était hyper enrichissant, c'est d'abord de voir comment fonctionnait la machine de l'État de l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, même si moi je m'intéressais beaucoup à la politique et que j'avais eu déjà quelques expériences assez proches. J'avais jamais été au cœur de la machine, on va dire du pouvoir, c'est-à-dire auprès d'un ministre, à travailler avec les administrations, à discuter avec les autres ministères. Une composante majeure du travail en cabinet, c'est ce qu'on appelle la discussion interministérielle. Quelque chose qu'on ne voit pas tellement de l'extérieur, mais toutes les négociations en interne avec les autres ministères. Donc j'ai appris comment fonctionnait la machine de l'État, et puis j'ai appris à mieux comprendre, je le connaissais un peu, mais j'étais moins connaisseur à l'entrée qu'à la sortie, à mieux comprendre le sujet des retraites, qui a fini par me passionner parce que, d'abord, pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique, au regard, on va dire, de la sensibilité politique du sujet, on ne peut que s'intéresser aux retraites, je dirais, et qu'en plus, qu'on commence à le creuser, qu'on voit l'impact très concret sur la vie des gens, sur la manière dont fonctionne l'économie, la société, la manière dont ça touche aux variables démographiques, économiques, migratoires, etc. Tous les sujets liés au travail, à la pénibilité du travail. C'est tellement vaste comme sujet que c'est plus on le creuse, plus on trouve ça intéressant. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Et donc, pour répondre à votre question, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience, et parce que j'ai appris comment fonctionnait l'État et j'ai appris à comprendre, mieux connaître, à me passionner pour un sujet que j'ai suivi ensuite, qui est celui des retraites. Tu commences dans le livre avec une scène des manifestations des lycéens. Mm. Tu n'étais pas encore né à ce moment-là? C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le livre. Alors, il y a deux choses. Il y a Mm. quand j'étais dans le ventre de ma mère, à l'époque, c'était à l'automne 1995, c'était les grèves sur les réformes Juppé, Mhm. à l'époque, qui avaient bloqué le pays. Pour la faire courte, il a voulu appliquer les règles du privé aux régimes spéciaux, et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas abouti. Euh, et donc c'est pour l'anecdote, mais c'était une sensibilisation in utero, on va dire, au sujet retraite. Évidemment, c'est pour faire sourire. Et ensuite, en effet, la première fois où j'ai été confronté, moi, directement au sujet, c'est quand j'étais au lycée et qu'il y a eu à l'époque des blocus lycéens contre la réforme Woerth de 2010, qui à l'époque avait décalé l'âge légal de 60 à 62 ans. Et puis ensuite, j'ai Oui, été bien amené sûr. à le suivre plus tard. Mais tout ça pour dire que, comme beaucoup de Français, et même pour un Français, on va dire, jeune comme moi, c'est un sujet qui a traversé ma vie, parce que les réformes sur les retraites, il y en a très régulièrement depuis 30 ans. 1993, 1995, 2003, 2008, 2010, 2014, tentative en 2019, 2023. Et là, on peut être sûr qu'il y en aura d'autres prochainement. Non, mais c'est intéressant parce que quand j'enseigne auprès de jeunes étudiants, quand on parle du travail, tout de suite, le mot retraite surgit dans Mm. la discussion. Alors qu'on commence à parler voilà, de début de carrière, de comment ils voient les choses, de comment ils se projettent. Et tout de suite, c'est
la question d'une possible non-retraite, Mmh. non-retraite, Mmh. déclenche un sentiment de détachement. Et je trouve ça intéressant parce que c'est comme si c'était acté pour les jeunes d'aujourd'hui, hein. Je Mmh. parle depuis 2023 2025, que d'une certaine manière, comme on n'aura pas de retraite, parce qu'ils l'ont déjà intégré dans leur tête, euh, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de s'attacher au travail parce que sinon, ça paraît trop long. Mmh. Et je trouvais ça en miroir avec la question d'impact social français, où en fait, d'une certaine manière aussi, je m'engageais au travail, je payais ma part pour ceux qui sont à la retraite déjà, parce qu'on oublie, mais la cotisation, c'est pour ceux qui sont en retraite et non pas pour soi. Euh, Ça a amené une forme de finitude et que cette finitude a amené une motivation intrinsèque au travail. Donc c'est ça qui est... c'est comme il y a un miroir en ce moment sur le Mmh. fait générationnel. Bah, dans tous les cas, c'est la fin du monde. C'est peut-être la guerre. La Pourquoi retraite. Voilà, la retraite, dans tous les cas, c'est trop loin. Bah, l'idée qu'on n'aura pas de retraite, en réalité, c'est une idée reçue qui court depuis très longtemps. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui sont sur ces sujets-là depuis longtemps et ils disent que déjà, il y a 40 ans, les jeunes d'il y a 40 ans disaient oh, tout à l'heure, j'aurai pas de retraite. Mais je pense que ce sentiment s'est accru depuis et les sondages d'ailleurs le montrent, hein. Il y a la majorité des 25-34 ans qui disent qu'ils n'auront pas de retraite ou une toute petite retraite. Euh, il se trouve qu'on peut y revenir sur le fond, mais c'est faux. Ils auront une retraite. Ils auront probablement une retraite moins généreuse relativement à leur salaire que leurs parents, grands-parents, mais ils auront une retraite. Mais pourquoi ce sentiment-là? C'est parce que, et mon exemple de ce point de vue-là personnel est frappant, depuis que je suis, on va dire, un peu éveillé politiquement, depuis que je suis adolescent, j'entends tous les 3, 4, 5 ans ah, c'est la réforme de la dernière chance pour sauver notre système de retraite. On dit souvent sauver notre système de retraite par répartition. Donc, l'idée que notre système est à bout de souffle, qu'il va s'effondrer, qu'il faut absolument faire des réformes de la dernière chance pour le sauver, ça entretient l'idée que notre système va s'effondrer. Et donc, ce climat, ça crée un climat anxiogène qui explique les résultats de ce sondage qui montre que les jeunes croient qu'ils n'auront tout simplement pas de retraite, que le système va s'effondrer. Et je pense que c'est un vrai sujet démocratique, parce que comment s'attacher à un système de protection sociale, à l'État-providence, si on n'y croit plus? Il n'y a plus d'État-providence. Ah si, quand même. En France, il y a un État-providence quand même qui reste assez fort. Non, il est fort pour le moment, et c'est même pour cela qu'on est en train de se disputer à l'Assemblée. C'est la question de à qui on va donner, mais on n'a plus d'argent dans les caisses. Il y a un problème budgétaire, mais l'État-providence, il reste très fort, il reste un des plus redistributeurs au monde. Notre système de retraite, et je pourrais développer, mais notre système de retraite reste particulièrement généreux, redistributeur, etc. La question, en effet, c'est celle de l'avenir de ce système. Et en effet, compte tenu des déficits qui s'accumulent, en particulier du déficit de la dette sociale, comme on dit sur l'État-providence, il y a un risque sur les branches de la protection sociale. Donc, c'est pour ça qu'il faut le réformer, c'est pour ça qu'il faut adapter au vieillissement de la population qui pèse très très lourd sur les finances publiques, en particulier sur les retraites. Mais on a encore un État-providence qui reste fort, et je pense que justement, tout l'objectif, c'est de continuer à entretenir une économie, un système de création de richesse pour continuer à faire vivre ce système de protection sociale. Si on ne crée pas de la richesse, on ne peut pas redistribuer. Si on ne peut pas redistribuer, on affaiblit notre système social. Donc c'est un sujet très complexe qui renvoie aussi au sujet de croissance économique, qui renvoie aussi au sujet écologique, etc., etc. Mais non, je pense qu'on a toujours un système de protection sociale, mais il se trouve que les jeunes générations en particulier n'y croient plus, en particulier sur les retraites. Il y a l'idée qu'il faut se débrouiller par soi-même, ce qui, je le répète, pour moi est un vrai sujet démocratique. Comment on fait société si on ne croit pas à l'un des piliers fondamentaux de notre État-providence, qui est en l'occurrence le système de retraite? Si on n'y adhère plus, il y a l'idée qu'il faut finalement y échapper et se débrouiller par ses propres moyens. Et je pense, in fine, c'est délétère pour la démocratie et pour notre société. Il y a même un mouvement qui s'appelle FIRE, si je ne me trompe pas, et d'une certaine manière, prendre la retraite tôt. Ouais. Pour les jeunes, de tout faire pour qu'on arrive à être prendre... entier à 40 voilà, ans. Exactement. Ouais. Ce qui est intéressant, parce que, on va dire... le mythe de la rente a quelque chose, je pense, on va dire de séducteur pour beaucoup, mais
c'est peut-être aussi ce qui se joue derrière la question de la retraite. C'est d'une certaine manière, ceux qui travaillent jalousent ceux qui sont à la retraite. Et ceux qui sont à la retraite disent aujourd'hui aux gens qui travaillent qu'ils ne travaillent pas assez. Mm. Et c'est même eux qui votent pour les gens qui Mm. travaillent en leur disant de travailler plus. Ouais, presque, il faut absolument l'éviter. Sur le sujet, il y a un début de, j'aime pas le mot, mais pas guerre de génération, mais en Oui. tout cas de tension intergénérationnelle en la matière. En De gros, bouc émissaire. oui, alors en gros, pour la faire courte, les plus âgés disent ah les jeunes vous êtes des feignants, vous travaillez pas assez, arrêtez de vous plaindre, etc. Et puis les plus jeunes disent attendez vous avez bénéficié d'une génération, d'une période dorée. En tout cas pour ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, les baby boomers, d'une période dorée où il y avait quasiment le plein emploi, une forte croissance économique, vous avez pu parfois L'euro. doubler, tripler votre niveau de vie pendant votre carrière, ce qui n'est plus le cas, toutes les statistiques le montrent, et vous avez bénéficié, il se trouve, d'un système de retraite particulièrement généreux qu'aujourd'hui pour lequel on doit resserrer les boulons, et ce qui va nous affecter, nous, jeunes générations, ce qui est vrai. C'est-à-dire, les statistiques montrent en effet que, si je reste sur mon sujet, les retraites... Dans le livre, c'est très clair. Il y a pas mal de graphiques. Je vous invite à le découvrir. Il y a pas mal de graphiques explicatifs. Je ne vais pas alourdir le podcast avec ça, mais vraiment, il y a toute une démonstration analytique qui prouve ce point. Alors, pour donner juste un chiffre que je le trouve particulièrement frappant sur les retraites, c'est ce qu'on appelle le taux de récupération. Combien je récupère en pension de retraite par rapport à ce que j'ai cotisé. Il se trouve que ceux qui sont nés dans les années 30-40, ils ont récupéré 4 fois en pension ce qu'ils ont cotisé. Les baby-boomers à peu près 2 fois, alors que ceux qui sont nés à partir des années 80 vont plus ou moins récupérer en pension ce qu'ils ont cotisé. Peut-être même certains vont moins récupérer en pension que ce qu'ils ont cotisé. Ça s'explique très simplement, c'est qu'on est dans un système par répartition, donc les actifs payent pour les retraités. Dans les années 30-40, il y avait très peu, l'espérance de vie était bien plus faible, la natalité était bien plus forte, donc il y avait beaucoup d'actifs qui payaient pour très peu de retraités, pour la faire courte. Donc il n'y avait pas besoin de beaucoup cotiser. Et par ailleurs, ces générations sont parties à la retraite souvent avant les premières réformes des retraites qui ont décalé l'âge, resserré les modes de calcul, etc. etc. À l'inverse, les jeunes générations sont beaucoup moins nombreuses pour payer pour beaucoup plus de retraités, donc les cotisations sont bien plus élevées pour tenter d'équilibrer le système. Et en revanche, eux vont pleinement subir toutes les réformes qu'il y a eu depuis 30 ans pour décaler l'âge, pour resserrer la formule de calcul, etc., etc. Donc à la fin, nous, jeunes générations, sur les retraites en tout cas, on va objectivement plus cotiser, partir plus tard et avoir ce qu'on appelle le taux de remplacement, relativement à ce qu'on a à nos salaires, on va avoir moins en pension de retraite. Et ça, c'est un fait. Et il faut essayer d'abord de regarder la réalité en face, voir comment on rééquilibre cette inéquité. Et je pense que de ce point de vue-là, quand on regarde sous cet angle-là, ça justifierait de demander un effort aux retraités aisés, par exemple, qui ont bénéficié de cet âge d'or du système de retraite. Et puis, plus globalement, ça pose la question du modèle de financement de notre protection sociale. Il y a de moins en moins de gens pour le financer, donc comment faire en sorte qu'il reste soutenable malgré tout, sans qu'il repose exclusivement sur le travail, ce qui pourrait, in fine, comprimer les salaires nets, nuire à la croissance économique, etc. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce cercle vicieux aussi. Et on le voit d'ailleurs assez, on va dire, clairement qu'aujourd'hui, en gros, 30% du salaire brut part pour des cotisations. De retraite. Salariale et patronale. Voilà, de retraite. Et qu'un actif... 4 actifs, il y a quelques années, cotisés pour un retraité, et qu'aujourd'hui, c'est un actif, un retraité. C'est un peu plus quand même. On parle de démographie. Au début des années 2000, c'était à peu près 2,5 actifs, cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,8 et on tend vers 1,3. Donc, on se rapproche de 1 pour 1. Oui. Il y a aussi un autre élément que j'ai peut-être sauté dans le livre, c'est la question de travailler tôt. Parce que il y a quelques années, et c'était aussi l'argument, on va dire, des baby boomers, on commençait à travailler beaucoup plus tôt avec à peine le brevet en poche ou le baccalauréat en poche. On n'attendait pas d'avoir 25 ans pour travailler. Est-ce que tu le vois dans les statistiques Oui.
Mmh. L'entrée sur le marché du travail est de plus en plus tardive. D'ailleurs, ça explique aussi le décalage in fine de l'âge de Oui, départ à la retraite, parce que comme les gens entrent plus tard et qu'il faut cotiser un certain bien nombre sûr. d'années, à la fin, on part plus tard à la retraite. Donc, c'est un des grands facteurs de décalage de l'âge réel de départ à la Et retraite. non pas que l'espérance de vie. C'est pour ça que je voulais. Oui, 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 tout à fait. Mais oui, toutes les statistiques montrent qu'en effet, l'âge, les premières cotisations arrivent de plus en plus tard. Et parce que, pour une bonne raison, les gens font de plus en plus d'études, de manière générale, ce qui est une bonne chose. Mais dans d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne, où ils ont beaucoup plus développé, même si on est avancé sur le sujet quand même ces dernières années en France, mais ils ont beaucoup plus développé l'alternance, l'apprentissage pour que, en parallèle des études, les gens commencent le plus tôt possible à travailler, se former, etc. Et ce qui est à la fois, je pense, bon pour s'insérer sur le marché du travail et bon pour créer de la richesse, cotiser et équilibrer les systèmes sociaux. Et je pense qu'en France, quand on compare la France à d'autres pays, on est très en retard sur le taux d'emploi des jeunes, on vient d'en parler. On est aussi très en retard sur le taux d'emploi des seniors. Et à la fin, il n'y a pas de secret. Si le taux d'emploi global est plus faible que dans les autres pays, on crée moins de richesses, on a moins de richesses à redistribuer pour financer nos systèmes sociaux et retraites en particulier. Donc on s'endette. On Mmh. s'endette et on nuit à la croissance économique. Donc oui, oui, c'est un sujet le sujet à la fois du taux d'emploi des jeunes, et pour ça, il faut avancer sur l'apprentissage, l'alternance, ce qui a été fait quand même ces 10 dernières années, et le taux d'emploi des seniors qui nécessite non seulement de décaler l'âge, enfin, en gros, faire des réformes des retraites pour décaler l'âge de départ, mais aussi changer aussi de culture en entreprise pour maintenir les seniors en emploi le plus longtemps possible. Et je pense que c'est un sujet sur lequel les partenaires se sont emparés récemment. Mmh. Il y a eu un accord national interprofessionnel qui vient d'être promulgué sur le sujet. Donc c'est un sujet qui est bien identifié, mais où on reste en retard par rapport à d'autres pays. À ce propos, en mars 2025, j'ai publié effectivement un livre sur manager les vulnérabilités en pratique. Et l'une des thèses sur lesquelles on a étudié le sujet avec Charlotte Fortuit, la co-auteure, c'est que comme on est amené à travailler un peu plus tard, les multivulnérabilités qui s'accumulent dès le début de carrière, hein, on comprend que les gens arrivent d'une certaine manière déjà en milieu de carrière fatigués, Mm. et que se couper du mot de l'étiquette senior Mm. euh, agit comme un épouvantail de mais qu'est-ce qui va m'arriver, une panique euh, sur l'emploi et la confusion entre emploi et travail. Est-ce que réformer les retraites est incontournable avec la question des vulnérabilités et des fragilités? Alors, je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire, il faut réformer le système de retraite pour inciter, j'insiste sur le mot inciter tous ceux qui le peuvent à travailler plus longtemps. Mais quand on le fait ça, il faut dans le même temps prendre en compte la question de la pénibilité, de la durabilité en emploi, etc. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, sinon ça ne marche pas. D'abord, ça ne marche pas socialement, et même financièrement, ça ne marche pas bien, parce que si on rend impossible le départ à la retraite avant un certain âge, mais qu'en fait, en faisant ça, on bascule des gens qui avant étaient à la retraite vers le chômage, Mm. l'invalidité, la maladie, même d'un point de vue strictement financier, ça ne marche pas. Évidemment, Et d'un c'est point ce de qui vue se passe en ce social, moment d'ailleurs. c'est ce qui se passe en partie, c'est-à-dire les statistiques montrent que quand on décale ce qui a été fait il y a 2 ans, l'âge de départ de 2 ans, en fait, il y a un tiers de perte en ligne. C'est-à-dire si on gagne 100 sur le système de retraite grâce à ce décalage, on perd 30 parce que par ailleurs, on met plus de gens au chômage, en invalidité, etc. Donc, de manière générale, il y a quand même, on a 70% de gains en net, Mm. pour faire simple, mais il y a ces 30% de perte en ligne, ce qui est pas normal socialement et ce qui en plus est mauvais financièrement. Et donc, j'insiste sur ce point. Il faut vraiment tenir les deux bouts du sujet. Et c'est pour ça que à chaque réforme des retraites, et c'est normal, revient toujours le sujet de la pénibilité de l'emploi. Vous dites oui, vous voulez décaler l'âge de départ à la retraite, mais comment vous faites pour maintenir les gens en emploi? Et je pense sur ce sujet, on est très en retard en France. On essaye toujours de réparer en aval la pénibilité subie pendant la carrière, d'où tous les débats sur les départs anticipés quand on a exercé certains métiers, etc., ce qui dans certains cas sont très légitimes, mais on ne met pas du tout assez l'accent sur la prévention
des risques professionnels, contrairement à d'autres pays. La prévention, mais aussi la mobilité, les changements peut-être de poste, la mise à Oui, jour de l'activité, tout à fait. d'être exactement dans le même poste, mais peut-être d'opérer d'une manière différente à l'intérieur. Et c'est pour ça que le prisme de voir ce qu'on peut faire sur le travail réel est plus intéressant, plus durable. Que juste, on va dire, de dire à la personne, en fait, il faut changer de carrière. Ce n'est Et surtout que les personnes aiment leur travail. Il y en a quand même beaucoup qui aiment leur travail, qui voudraient y rester, mais qui n'ont pas du tout les conditions d'accompagnement, de soutien pour cela. Bah, voilà, en France, par rapport à l'Allemagne, aux pays nordiques en particulier, on est particulièrement en retard sur les sujets de reclassement, de reconversion. Donc on maintient des gens trop longtemps dans des métiers pénibles Mm. qui les cassent, et donc ils arrivent ou ils tombent ce qu'on appelle en Mm. invalidité très tôt dans leur carrière, et souvent ces profils-là n'arrivent pas à aller jusqu'à l'âge de départ à la retraite. C'est une évidence. Et pour moi, ça appelle à mettre vraiment beaucoup plus l'accent sur les sujets de reclassement, de formation continue, d'adaptation des postes de travail, de retraite progressive pour que, notamment en bout de course, quand on s'approche de la fin de carrière, on puisse faire de manière très souple du temps partiel tout en maintenant l'essentiel du salaire. Et c'est aussi, je pense qu'il y a un vrai sujet de responsabilisation des employeurs qui aujourd'hui financièrement ne sont pas assez responsabilisés sur le sujet. On peut imaginer des systèmes de cotisation où en Bonus, fonction de la, malus. voilà, oui, bonus-malus, en fonction de la sinistralité dans leur entreprise, c'est-à-dire en gros l'occurrence des accidents du travail, maladies professionnelles, avoir des cotisations plus ou moins fortes pour les inciter à prendre des mesures sur le terrain pour faire baisser cette sinistralité. On peut imaginer de forcer les entreprises et ou les branches professionnelles à former un de leurs employés qui serait resté par exemple au moins 10 ans sur un métier dit pénible. Mais je pense que c'est la seule voie un peu réaliste, parce que l'alternative qui consisterait à ne pas assez mettre l'accent sur la prévention et simplement en aval Mm. proposer des départs anticipés, d'abord c'est, si je puis dire, presque un manque de respect pour... Enfin, c'est pas bon socialement pour ceux qui sont concernés. En gros, on attend qu'ils soient cassés pour réparer ensuite. Et en plus, ça ne marche pas. Parce que c'est très très difficile en réalité de mesurer de manière objective, ciblée, la pénibilité subie. D'autant que la pénibilité, en plus, c'est une notion qui en soi est subjective. Ce qui Tout est à fait. pénible pour certains n'est pas pénible pour d'autres. Donc faire croire qu'on peut, pour tous ceux qui à un moment de leur carrière ont exercé un métier dit pénible, permettre des départs anticipés, ça n'incite pas à la prévention, ça ne permet pas de prendre le sujet à la racine, et en plus à la fin ça coûte, si je puis dire, trop cher, puisque ça veut dire qu'on a une approche extrêmement large, ce qui fait qu'il y a déjà aujourd'hui 40% des gens qui partent à la retraite en fait avant l'âge légal de départ parce qu'ils sont éligibles à un des dispositifs de départ anticipé. Si on va encore plus loin dans cette approche, ça veut dire qu'en fait les réformes des retraites qui visent à décaler l'âge deviennent totalement inefficaces. Puisqu'on a une majorité de gens qui, à la fin, ne sont pas concernés. Donc, ça n'est pas réaliste, je pense, comme approche, et je pense qu'on devrait beaucoup plus mettre l'accent sur la prévention, comme c'est le cas dans des pays tout à fait développés avec des Oui, systèmes oui. de protection sociale, comme les pays nordiques ou l'Allemagne. Alors, on sent tout de suite ton animation Mm. sur ce sujet, et tant mieux, ça veut dire que tu es un passionné de ce dossier. Ma question, c'est comment tu l'as vécu? Bon, tu étais aux manettes, on va dire, sur ce dossier-là, en charge de ce dossier avec l'équipe, euh, on va dire, un peu plus tôt que la réforme en elle-même, Entre deux réformes, entre deux absolument. réformes. C'était le bon moment, c'est entre deux averses. Mais comment tu as vécu ce rejet épidermique sur le sujet? Est-ce que, bon, dans une entreprise, on le sait tous, il y a 60% de projets qui échouent parce que ça ne marche pas et que l'adhésion n'est pas là. Euh, Comment tu as analysé c- cette difficulté à adhérer aux besoins même de réformer? Je pense que ça s'explique de plein de manières, mais d'abord pour un peu reposer le cadre, moi, je pense que pour n'importe quelle politique publique, en démocratie, il faut bien évidemment prendre en compte le fond du sujet, comment faire pour, selon certains critères objectifs, faire en sorte que le sujet avance, que ça progresse. Mais surtout sur les retraites, on ne peut pas du tout faire l'impasse sur le sujet d'acceptabilité sociale.
Et je pense de ce point de vue-là, la réforme Borne de 2023, qui a décalé l'âge de 60 à 64 ans, est un exemple chimiquement pur de réforme qui, je pourrais y revenir, je pense, sur le fond, est plutôt bien inspirée, plutôt bien équilibrée en réalité, contrairement à ce qu'on a dit, avec des effets sociaux qui sont assez justes, mais qui pour autant a suscité un blocage tel que peut-être que, in fine, cette réforme a été mal construite. Après tout, ça sert à quoi de faire une réforme, même si elle est bien inspirée, si elle suscite de tels blocages qu'elle crée un traumatisme démocratique et que d'ailleurs, in fine, on revient dessus. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant en politique, c'est qu'il faut à la fois concilier l'approche, on va dire, technocratique, comment sur le fond faire avancer un sujet dans ce qu'on croit être la bonne direction, tout en prenant en compte l'acceptabilité politique, la manière dont c'est reçu par la population, les syndicats, etc. Et je pense que la réforme d'il y a 2 ans, elle a suscité autant de blocages, d'abord parce que, et je vais préciser ce point, elle a été mal comprise. Mais pourquoi elle a été mal comprise ? Parce que le système est incompréhensible. C'est-à-dire, elle est mal comprise non pas parce que les gens n'y comprennent rien, ou plutôt parce qu'ils ne seraient pas assez formés ou que sais-je pour le comprendre, mais parce qu'il faut, en gros, il faut se plonger dans les rapports du Conseil d'orientation des retraites, de la Cour des comptes, pour vraiment comprendre les effets réels d'une réforme, comment les différents paramètres s'articulent, etc. Donc c'est assez logique. Quand on agite le chiffon rouge de l'âge légal, on dit vous allez on va décaler l'âge légal de 2 ans. Tout le monde comprend et c'est normal, je vais devoir travailler 2 ans de plus. Notamment ceux qui, comme pour rejoindre le sujet d'avant, exercent déjà des métiers cassés, pénibles, sont déjà cassés, se disent déjà que 62 ans c'est trop loin, etc. Donc forcément ça bloque socialement. Alors que la réalité est bien plus complexe, puisque les effets réels de la réforme, ce n'était pas en réalité de 2 ans, mais de 6 mois sur l'âge réel, avec par ailleurs une augmentation de niveau de pension. Mais peu importe, c'est comme ça que politiquement ça a été compris. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse dessus. On ne peut pas faire l'impasse dessus, et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut, sur le sujet, je ne vais pas développer maintenant, mais il faudrait changer d'approche, il faudrait utiliser d'autres leviers, il faudrait beaucoup plus d'abord avoir un système 1000 fois plus simple pour que les gens comprennent comment ça marche et comprennent l'effet réel des réformes et leur laisser beaucoup plus le choix. Je pense qu'une des critiques qu'on peut adresser à la réforme d'il y a 2 ans, c'est qu'elle a utilisé un levier, l'âge légal, qui force à travailler jusqu'à 2 ans de plus, puisqu'on ne peut plus liquider pour la majorité des gens sa retraite avant 64 ans, en tout cas quand la réforme ira à son terme. Mais ce décalage entre les effets réels et les effets ressentis, je le répète, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Il faut le prendre en compte je pense que les prochains qui auront à réformer le sujet devront absolument avoir cette dimension en tête. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Moi, je conseillerais d'abord, c'est ce que j'écris dans le livre, de tirer les enseignements de la séquence des 30 dernières années, comprendre les réformes qui ont marché, pas marché, pourquoi elles ont marché, pourquoi elles n'ont pas marché. Ce que j'explique dans le livre, il y a un petit chapitre sur le sujet, c'est que les réformes finalement qui ont marché, c'est les réformes qui d'abord ont été faites dans un contexte politique où le gouvernement avait un capital politique pour réformer, c'est-à-dire le problème... Au début ? C'est-à-dire plutôt au début, la réforme Borne de 2023, c'était déjà après 6 ans de pouvoir macroniste. Le pouvoir était déjà usé. Il y avait eu certes une réélection, mais dans des conditions un peu particulières. Donc le mandat politique n'était pas si clair, même si ça avait été annoncé pendant la campagne. Premier élément. Deuxième élément, il faut absolument mettre de son côté au moins un des syndicats réformistes, parce que pour créer ce consensus dont je viens de parler, cette acceptabilité sociale, il faut avoir à ses côtés des corps intermédiaires, des gens, des relais sur le terrain qui vont d'abord co-construire la réforme et qui vont pouvoir expliquer, d'abord faire remonter les informations du terrain, faire un travail du terrain, expliquer la réforme auprès de ses affiliés, etc., etc. Et puis je pense qu'il faut aussi changer de système système qui aujourd'hui est devenu irréformable parce que c'est une usine à gaz qui en devient incompréhensible. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer de système et changer d'approche, on continuera à faire des réformes qui seront incomprises, qui susciteront un blocage politique, et pour de bonnes raisons, parce que le système est incompréhensible et qui ne crée plus de consentement à l'État-providence et aux protections sociales. Tu as commencé cette carrière assez tôt. Dans le travail politique. Et d'ailleurs, tu dédies le livre à ta famille en les remerciant pour l'engagement, pour l'inspiration à l'engagement. Comment tu définirais le travail alors politique ? Parce que tu as parlé tout d'un coup des réunions interministérielles.
Comment tu définirais le travail politique? Celui qui ne se voit pas parce que c'est, euh, on va dire, la représentation politique est une chose, mais tout ce qu'il y a derrière, toutes les fonctions support pour générer ce produit sont assez méconnues. Comment tu décrirais ce travail? Moi, à titre personnel, j'ai trouvé Oui, que c'était un travail passionnant et je pense d'abord c'est un travail où la politique est souvent dénigrée, très souvent dénigrée. Pour avoir un peu travaillé avec ceux, moi finalement j'ai été qu'1 an en cabinet ministériel, pour avoir travaillé avec ceux qui ont fait toute leur carrière dans ce secteur, des hauts fonctionnaires, des gens qui ont été en cabinet ministériel dans différentes administrations, c'est des gens éminemment respectables. Je veux dire, pour leur niveau de compétence, ils auraient pu gagner beaucoup plus d'argent dans le privé, avoir des conditions de travail certainement plus faciles à certains points de vue, mais ils font le choix de s'investir parfois à fond, parfois surtout quand il y a des réformes des retraites et qu'il faut être toute la journée, toute la nuit parfois au banc à l'Assemblée nationale, à s'en prendre plein la figure à travers parfois avec les invectives, oui. les invectives. Alors, c'est souvent les hommes politiques au premier plan qui se prennent Mhm. les invectives, pas tant les conseillers derrière, mais c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui s'investissent sur des sujets d'intérêt général, qui essayent de faire leur mieux et dans un contexte qui parfois est enfin, pas parfois, qui est toujours très contraint. Ça, j'aimerais insister là-dessus. Il y a beaucoup, dans les gens qui parlent politique, il y a beaucoup de yaka faucon. Ah, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Quand on est au cœur de la machine, on se rend compte que les contraintes sont multiples et parfois extrêmement difficilement réconciliables. Il faut bien sûr prendre en compte la contrainte budgétaire, il faut prendre en compte la contrainte politique, l'acceptabilité politique. Il faut prendre en compte que Administrative. administrative, mais au sens où quand on prend une décision, on les prend, ça on le voit pas, mais on le prend en collégialité. C'est-à-dire il y a des discussions interministérielles où chacun défend ses intérêts, tous les intérêts, tous ces intérêts étant légitimes, et à la fin c'est au Premier ministre, enfin à Matignon, parfois même au D'arbitrer. président de la République, d'arbitrer. Mais il faut arbitrer entre des intérêts qui parfois sont contradictoires, qui parfois sont tous légitimes mais contradictoires, et c'est très complexe. Donc faire croire que ce serait facile de réformer l'État, qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, c'est ignorer la dimension budgétaire, la dimension politique et les multiples intérêts qui parfois s'affrontent sur un même sujet. Et c'est ça qui en même temps est passionnant quand on est de l'intérieur, c'est-à-dire il faut naviguer au sein de cette complexité. Ça me fait penser au film et la BD Quai d'Orsay. Ouais, qui est excellente. Est-ce que tu as eu ce sentiment à un moment ou à un autre? Bah, ce qui est intéressant dans la BD Quai d'Orsay, c'est de voir comment ça marche en effet en coulisses, comment en réalité il y a le ministre qui porte la parole, c'est son rôle, qui est sur le devant de la scène, et puis derrière il y a tout un cabinet. On voit bien, alors ce n'était pas le cas là où j'étais, mais dans la BD Quai d'Orsay, le ministre est le porte-parole, Mm. celui qui fait le travail, c'est le directeur de cabinet, Mhm. avec son équipe. Honnêtement, là où j'ai travaillé, le ministre faisait du travail, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que parfois, il y a des hommes de l'ombre qui ont une influence considérable, qui en fait au quotidien sont des sortes de, comment dire, à qui le ministre a délégué certains pouvoirs, et ces gens-là sont un rouage essentiel. Et c'est d'ailleurs normal, je veux dire, et on peut penser que c'est un sujet démocratique, mais qu'il y ait des fonctionnaires non élus qui aient du pouvoir. Mais ces fonctionnaires non élus, à la fin, ils sont nommés par le pouvoir politique. Donc il leur a délégué une fonction, un rôle. Et le ministre ne peut pas tout faire. Il ne peut pas assister à toutes les réunions interministérielles. Il peut analyser, il faut qu'il analyse les notes, mais il ne peut pas instruire, c'est instruire le terme Les technique, dossiers. à fond tous les dossiers. Il faut bien qu'il ait une équipe avec lui, une équipe et ou des administrations qui travaillent et font et qui instruisent au fond, comme on dit, les dossiers. Mais cette répartition des rôles qu'on voit plutôt bien, de manière assez caricaturale, dans le Quai d'Orsay, oui, je l'ai retrouvé en cabinet, tout à fait. Ça te manque? Ce qui peut manquer, c'est de travailler, même si j'ai pu le faire par ailleurs dans d'autres fonctions, mais c'est de travailler sur des sujets d'intérêt général qui sont passionnants, des sujets très macro. C'est ça, moi je trouve, pour avoir travaillé à la fois en entreprise et en administration. En administration, on a un pouvoir micro sur des sujets macro. C'est-à-dire, moi, en tout cas, mes fonctions de conseiller au sein d'un cabinet parmi beaucoup d'autres, d'un gouvernement pléthorique, j'avais l'impression d'avoir une petite influence sur des sujets potentiellement très larges, qui touchent des milliers, des millions de personnes in fine. Alors qu'en entreprise, on peut avoir
parfois une influence très forte, mais sur des sujets finalement à l'échelle de la société qui sont plus petits. Mais le fait de travailler sur des sujets d'intérêt général, oui, ça peut me manquer parfois. Et puis, il y a une excitation aussi. Moi, je m'intéresse à la politique depuis que je suis adolescent. Donc, oui, là, on est au cœur de la politique. On échange avec des ministres, des hommes politiques de premier plan. On les conseille. On essaye à son petit niveau d'avoir de l'influence. Et ça, c'est assez excitant au quotidien. Tu t'es formé à la cuisine. Est-ce que c'était un désir de t'éloigner ou de t'extraire de ces deux mondes, public-privé, influence, dossier, non-matérialité, on va dire, de l'action, puis tout d'un coup de toucher à la matière? Disons que ma passion pour la cuisine vient pour le coup même de mon enfance. Donc, j'adorais cuisiner quand j'étais petit. Quand j'étais en études, enfin même au début de ma carrière, j'ai en parallèle de mon travail. D'ailleurs, quand j'étais en cabinet ministériel, j'ai fait un CAP de cuisine pour me former sur ce sujet. On le taquinera plus tard sur le fait qu'il ait eu le temps pour le faire. Voilà. Et en fait, à un moment donc c'était l'an dernier, à un moment de ma carrière, je souhaitais dans tous les cas quitter l'emploi que j'occupais quand j'étais consultant en stratégie pour le privé complètement. Et je me suis dit, voilà, je suis à un moment de ma carrière où je peux me permettre de tenter autre chose. De vivre une expérience complètement différente, de vivre d'une de mes passions. Et donc, j'ai été en effet pendant 4 mois commis de cuisine dans une brasserie parisienne. Je peux la citer, la brasserie des Prés à Odéon, magnifique brasserie avec des superbes équipes. Et c'était évidemment le grand écart par rapport à ce que j'avais fait avant, que ce soit en conseil en stratégie ou en cabinet ministériel. Mais c'était particulièrement enrichissant, je pourrais y revenir. Mais je l'ai fait pour plein de raisons. Je l'ai fait pour vivre l'expérience en soi. Je l'ai aussi fait parce que c'était un moment où je me demandais si je voulais pas tout simplement monter mon restaurant. Donc, je voulais voir sur le terrain ce que c'était. In fine, je ne suis pas sûr, en tout cas à court moyen terme, de monter mon restaurant, mais on ne sait jamais en réalité. Et je pense dans tous les cas que c'est de plus en plus accepté aujourd'hui, et c'est le retour que j'ai pour discuter avec certaines personnes, de ne pas avoir des parcours 100% linéaires, de vivre un moment, de faire des détours, de tenter tenter autre chose, de vivre d'une de ces passions. Et c'est ce que j'ai tenté moi-même, de vivre à mon niveau pendant ces quelques mois. Et quand bien même ça ne resterait qu'une parenthèse, c'était quand même une parenthèse extrêmement enrichissante. Oui, mais du coup, quels sont les parallèles? Et deux, d'une certaine manière, ça t'a remis dans la matière, en fait. Si jamais tu prends une carrière politique, on va dire, de premier plan, on ne pourra pas te disqualifier en disant que tu ne connais pas le monde réel, la vie des gens. Tu as fait le commis de cuisine. Oui, et c'est pour ça que c'était extrêmement enrichissant. D'abord, les parallèles, je dirais que ce soit en cabinet ministériel, en conseil en stratégie ou commis de cuisine dans une brasserie parisienne, il y a une chose en commun, c'est l'exigence. Dans les 3 cas, il faut bien faire son travail. Le travail étant extrêmement différent, mais il faut bien faire son travail. Sinon, ça se voit. Et j'ai presque envie de dire que ça se voit bien plus en cuisine parfois que dans des fonctions de bureau. Parce que si on rate une cuisson, si on a une saleté sur l'assiette, ça se voit tout de suite. Et le chef t'engueule tout de suite. Donc, de ce point de vue-là, il faut être exigeant et c'est très concret. Et c'était très enrichissant parce que d'abord au plan humain, moi j'ai rencontré des parcours, des profils que je n'aurais jamais rencontrés par ailleurs. C'est vraiment la cuisine. La cuisine, c'est vraiment un melting pot d'origine, de parcours, d'âge. Il y avait quelques personnes comme moi qui avaient fait des études, si je puis dire, beaucoup plus classiques pour des fonctions de bureau, puis qui s'étaient réorientés. Il y avait des cuisiniers de formation qui avaient fait Ferrandi, etc., des grandes écoles de cuisine et qui étaient très jeunes déjà à des fonctions de responsabilité et qui étaient appelés à devenir rapidement des chefs, à moins de 30 ans, des chefs qui dirigent des équipes parfois assez importantes. Et puis il y a aussi un profil vraiment très inspirant que j'ai retrouvé en cuisine, qui étaient des gens qui parfois sont arrivés tardivement en France, qui se sont débrouillés, ont bossé dur, ont monté petit à petit les échelons. Je pense notamment au sous-chef, un des sous-chefs de la brasserie des Prés, qui s'appelle Sako, qui, je crois, était d'origine malienne, qui était arrivé tard en France, je crois vers 16-18 ans, qui avait d'abord été plongeur
pendant des années, puis commis de cuisine, puis demi-chef de partie, chef de partie, etc. Et qui, au moment où j'y travaillais, était sous-chef d'une des plus grosses brasseries parisiennes. Et qui pourtant n'avait fait aucune, il me semble, étude de cuisine, qui avait appris sur le tas et par son mérite, son travail, avait monté les échelons et était devenu un chef, d'abord excellent cuisinier, inspirant, leader, etc. Et ces profils-là, on les retrouve quand même assez peu, des profils aussi inspirants dans le monde de l'entreprise. Je prends un autre exemple, un autre cuisinier qui s'appelle Nawid, qui était afghan, qui avait fui son pays avec le danger que représentaient les talibans là-bas, qui avait fui à pied, qui avait parcouru des centaines de kilomètres, pour pas dire des milliers à pied. Il était allé en Turquie, il était dans les pays de l'Est, il était en Allemagne. In fine, il a atterri en France, il a bossé. Et c'était, au moment où je suis parti, c'était un demi-chef de partie qui travaillait dur, qui avait de l'ambition en cuisine. Donc, c'est vraiment un métier de ce point de vue-là profondément méritocratique. Et je pense que c'est peut-être une différence avec certaines fonctions en bureau. C'est-à-dire que Il n'y a pas de copinage. en tout cas, si on fait mal son travail, ça se voit tout de suite. Si on fait bien son travail, ça se voit aussi et on est récompensé. Il y a beaucoup moins, si je puis dire, de politique interne en cuisine. C'est très concret. Soit on fait bien son travail et ça se voit vraiment visuellement, physiquement. Soit on fait bien son travail et on est récompensé, soit on fait pas bien son travail et on nous le dit tout de suite. Il n'y a pas de... C'est une différence aussi avec le métier que j'avais fait juste avant en conseiller stratégie. Là où j'étais, il y avait une culture des signaux faibles. Donc, et ce qui avait du bon aussi, hein, c'est-à-dire c'était un environnement très bienveillant où on disait les choses en mettant les formes, etc. Ce qui est plutôt une bonne chose, in fine. Mais en même temps, on ne disait pas toujours très directement les choses, les signaux faibles. Quand on ne faisait pas bien son travail, in fine, on le comprenait, ça se voyait dans les promotions qu'on n'avait pas, mais le manager le disait avec des mots très choisis, on va dire. Quand en cuisine, on ne fait pas bien son travail, on se fait tout de suite engueuler, tout de suite. Et on peut un peu mal le vivre quand on n'est pas habitué, mais en réalité, il n'y a rien de personnel. C'est juste que c'est un fonctionnement parfois un peu militaire. Comme c'est tellement très opérationnel, on n'a pas de temps pour mettre les formes parfois. Oui, pour mettre les rouages, pour enrober. Donc, s'il faut sortir le plat tout de suite, le plat est raté, on ne dit pas « Ah, je crois que tu pourrais éventuellement peut-être faire ta cuisson ». Non, la cuisson est ratée, on la refait. Il y a pas de... et parfois, on le dit assez sèchement parce qu'il faut la refaire tout de suite et qu'il y a un client qui attend. Ah, donc, il faut bien sûr, là aussi, moi je ne l'ai pas vécu dans la cuisine à la Brasserie des Prés, mais je sais que dans d'autres cuisines, il peut y avoir des dérives en la matière, hein, des comportements trop violents, etc. Mais pour autant, sans tomber dans ces extrêmes-là, il est normal que dans des milieux comme la cuisine, on dise les choses très directement. Et puis, c'est une forme... c'est rafraîchissant, en fait. Bah, au moins, il n'y a pas d'hypocrisie, voilà. Quoi, hein, c'est très clair. Il n'y a pas de gris, c'est noir, blanc. Et puis après, on n'a pas besoin de passer du temps à interpréter, à analyser, à appeler son collègue. T'as vu, il m'a dit ça, pourquoi? Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Il s'est passé ceci. Enfin, on n'a pas besoin de suranalyser. Il s'est passé ça, mais je peux me rattraper à un autre moment en faisant mieux mon travail. Oui, et puis, si je compare pareil au monde de l'entreprise, quand on se fait engueuler dans mon entreprise, si on arrive au point de se faire engueuler, c'est que parfois on a vraiment fait un truc un peu lourd, quoi, un peu grave. Et ça peut te suivre longtemps. En cuisine, c'est assez déroutant au début, mais parfois on peut se faire engueuler comme du poisson pourri pendant 2 minutes. Et puis une demi-heure après, rigoler avec le chef. Et puis si on fait bien son travail, à la fin, il va dire ah bah là c'est bien, là tu as bien fait son travail, etc. Donc c'est juste... Parce qu'on est habitué aussi, il y a une forme d'acceptation de l'échec, ça fait partie du cheminement que de faire des erreurs pour s'améliorer. Ah oui, puis tous les cuisiniers qui ont un parcours en cuisine, je pense tous ont à un moment de leur carrière été sous le feu des critiques de leur chef, sous-chef, chef de partie. Et oui, bah bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend. C'est normal. Une nouvelle fois, faut pas, en tout cas dans ce milieu-là, et c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, hein, mais il faut pas s'en formaliser. Parfois, on se fait engueuler, parfois c'est dur pendant quelques minutes. Mais ça n'empêche pas qu'une demi-heure après, on va boire un coup avec son chef et puis le lendemain, il va dire que tu as fait du bon travail et que 3 mois après, éventuellement, on est promu demi-chef, chef de partie. Voilà, il faut juste montrer qu'on apprend de ses erreurs, encaisser, il faut de ce point de vue-là être résilient et puis apprendre de ses erreurs, sans tomber bien sûr dans l'extrême du harcèlement moral, etc.
ou des violences physiques que je n'ai pas vues, moi, à la Brasserie des Prés, mais je sais que ça peut exister en cuisine par ailleurs, même s'il y a eu des gros progrès, je pense, ces dernières décennies. Est-ce que tu le recommanderais du coup au corps politique de faire des immersions comme ça? Enfin, j'ai pas de leçons à donner. Il y a dans politique, là aussi, il y a tous les parcours. Il y en a qui, en effet, sont, on va dire, des apparatchiks de la politique, qui ont toujours fait que de la politique, rien que de la politique. Et moi, je pense quand même que la politique, c'est un métier. Donc «Ah, vous avez fait que de la politique, vous n'avez jamais travaillé», c'est un peu injuste, je trouve. Quand on fait de la politique, on est quand même en contact avec le terrain, d'une certaine manière. Mmh. Mais on est sur les marchés, on discute avec des gens. On compte, je répète, on compte pas nos heures. Ça reste un métier qui est assez ingrat, hein. C'est pas des métiers où on est, de manière générale, il peut bien sûr y avoir des dérives, mais de manière générale, on n'est pas des privilégiés que je pense quand on est en politique, au sens où à même niveau de diplôme, à même engagement, on pourrait gagner bien mieux sa vie, être bien moins exposé dans le privé. Et il y a aussi des gens en politique. Je pense, alors c'est quelqu'un comme Pierre Bérégovoy, qui était un Premier ministre socialiste, qui était ministre de l'économie, Premier ministre socialiste, qui est mort tragiquement au début des années 90. C'était quelqu'un qui était ouvrier et qui, par son mérite, par son travail, a fini par s'engager en politique et, in fine, est devenu Premier ministre. Et je pense que ces parcours, il faut aussi les valoriser. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut viser pour l'avenir en politique. C'est-à-dire le renouvellement politique, c'est aussi faire entrer en politique des gens qui n'ont pas un parcours politique initialement, qui viennent de la société civile et qui apportent de ce point de vue-là leur expérience. Mais leur expérience, enfin, c'est-à-dire à tous les niveaux. Il faut à la fois des gens qui à un moment ont été cadres dans leur vie, mais aussi des gens qui ont pu être ouvriers. Je crois que, pourtant c'est pas du tout mon bord politique, mais il y a quelques années, dans le groupe Insoumis à l'Assemblée, il y avait une députée qui s'appelait Rachel Keke qui était femme de ménage. Je trouve que c'est une excellente chose qu'il y ait des femmes de ménage représentées aussi à l'Assemblée nationale, tant que ce sont des individus qui font l'effort par ailleurs d'apprendre sur les sujets de politique publique, de se former, etc. C'est excellent qu'elles apportent leur perspective de quelqu'un qui a travaillé dans ces fonctions-là. Mais il faut de tout en politique, il faut de tout. Et qu'il y ait aussi des hommes politiques de métier, ça ne me dérange pas. La représentation n'est pas facile en politique. Oui, c'est très très dur d'avoir au niveau, par exemple, d'une Assemblée nationale, d'avoir une représentation politique qui représente parfaitement la société. Je pense qu'il faudrait le viser, mais il y a forcément, pour reprendre un terme un peu d'économiste, un biais de sélection en politique. Tout le monde ne veut pas faire de la politique. Tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser à la politique. Je pense que c'est une composante très importante. La grande majorité des Français, j'en suis convaincu, n'ont simplement pas le temps de creuser à fond certains sujets. Voilà, la raison pour laquelle la plupart des gens ne comprennent pas le système de retraite, c'est tout simplement que pour le comprendre, il faut y passer du temps. C'est pas une question d'intelligence, de formation, c'est d'abord lire des documents, etc. C'est une bonne barrière à l'entrée, ça. C'est une grosse barrière à l'entrée. Et cette barrière à l'entrée, elle vaut en amont pour beaucoup de gens qui peut-être auraient dans d'autres circonstances été intéressés par une carrière politique, mais qui sont pris par des contraintes matérielles et qui, in fine, n'ont pas le temps de s'engager politiquement, de s'y intéresser, etc. Il faut aussi avoir du temps pour s'engager en politique et, in fine, être élu. Donc oui, il faut tendre vers une bonne forme de représentation de la politique, entre autres à l'Assemblée nationale, mais c'est quasiment impossible d'atteindre une représentation parfaite. Il faut essayer de lever les barrières. Ça va être tout un programme, celui de lever les barrières. Mais je note, je vais revenir sur cette conclusion, mais en attendant, je vais vous proposer la lecture alors, je suis myope, mais il paraît que ça fait mal à la caméra d'avoir autant de miroirs sur mes lunettes. Donc je vais tenter de lire une partie de la conclusion. Rappelons-le, il est illusoire de vouloir tout à la fois rééquilibrer les comptes, investir massivement dans les dépenses d'avenir, préserver la compétitivité économique et maintenir un haut niveau de générosité du système de retraite. À cela s'ajoutent les enjeux d'équité, de lisibilité et même de confiance dans notre modèle de protection sociale. J'ai pris beaucoup de plaisir pour cette conversation et cette interview, Eric, mais je vais rappeler à mes auditeurs que l'un des enseignements qu'on pourrait en tirer, c'est que la confiance est fragile, qu'elle a besoin de lisibilité,
qu'elle a besoin de travail, d'efforts collectifs, mais aussi Mmh. individuels, on va dire, de l'ensemble des parties prenantes. Et on a besoin aussi de pouvoir s'accorder parce que les décisions et les arbitrages ne sont pas toujours faciles. Et on a besoin d'ambassadeurs et qu'on a besoin aussi de nouvelles perspectives, de nouvelles générations, de nouveaux engagements euh, pour pouvoir construire cette désirabilité. Sur À bout de taf, on est particulièrement convaincu que nous avons besoin de désirabilité. Et je trouve que c'est l'un des moteurs de ce livre, que je trouve que on n'en parle pas assez. Comment retrouver Mmh. un futur désirable ensemble, que ce soit au travail, mais dans notre société aussi de manière générale. Donc merci Eric euh, Merci à vous. pour cette passion pour les retraites et pour le travail politique, mais aussi pour la cuisine, que des sujets passionnants. Donc n'hésitez pas à vous investir aussi pour vos passions et découvrir ce que vous allez pouvoir en tirer comme expérience. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode, à le relayer auprès de vos amis, de vos collègues, des décideurs autour de vous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur YouTube. Merci et à très bientôt sur Un bout de taf.